Loïc, tu comptais revenir sur la question des pénuries alimentaires, euh, liées à la question de l'inflation qui nous touche assez durement en ce moment, et sur la question aussi qui est liée des défauts d'approvisionnement. Qu'as-tu à en dire? Alors effectivement, on entend beaucoup parler de pénurie, notamment de pénurie alimentaire, hein. Tout cela est intimement lié. Il y a trois choses qui sont liées, et vous allez voir, puisqu'on en parle là aussi depuis longtemps, c'est le Covid-19, la guerre et ces pénuries, et qui sont répercutées justement sur notamment le prix du carburant, le prix des énergies et l'approvisionnement alimentaire. Alors, petite information à titre de préambule, avant d'attaquer un peu plus le dur. Je sais de sources sûres, que je ne dévoilerai pas, mais de sources plus sûres que celles du Point, faites-moi confiance, que les tickets de rationnement sont d'ores et déjà d'ailleurs préparés dans les préfectures, au moins dans certaines régions ou certains départements en France. Maintenant, derrière les discours complotistes qui vont dans tous les sens, etc., comme bien souvent, il faut essayer de trouver derrière cette intuition qui peut parfois en partie être juste, l'explication rationnelle qu'il y a derrière tout ça et qui nous permet effectivement de lutter contre l'idéologie dominante. Alors, je vais essayer de reprendre. Ça va peut-être être un peu difficile comme ça, mais encore une fois, je ne peux que vous inviter à mieux vous former si vous voulez mieux comprendre ces enjeux-là. Je ne peux pas réduire tout ça en 5 minutes, mais je vais essayer d'aller au plus essentiel. Vous réécouterez si nécessaire et puis surtout, formez-vous. Formez-vous auprès de l'IHT, ça demande du temps long, mais c'est un temps nécessaire pour, encore une fois, sortir de la peur, de l'angoisse, de l'inhibition de ces postures où finalement on se sent complètement impuissant pour au moins essayer de comprendre et de saisir le monde tel qu'il se structure à l'heure actuelle. Mais j'ai dit depuis février 2020, je n'ai cessé de répéter la même chose, je n'ai cessé d'expliquer qu'il y avait une crise de circulation du capital. D'accord. Et d'ailleurs, depuis, d'autres commentateurs, quelques bons lecteurs de Marx aussi et d'autres, ont pu dire des choses assez similaires. Mais ça fait désormais plus de 2 ans en réalité que j'explique ces choses-là et qu'elles ne sont pas comprises. Donc aujourd'hui, disons-le clairement avant d'entrer dans l'analyse qui là aussi pourrait être un peu plus compliquée, oui bien sûr qu'il y a un risque sérieux, réel, d'approvisionnement alimentaire. D'accord. Maintenant, on parlera des stratégies pour essayer d'y faire face du mieux qu'on peut, à échelle individuelle, à échelle collective, etc. Et c'est tout l'enjeu du sens de l'histoire, c'est-à-dire que quelle orientation nous allons être en capacité de lui donner. D'accord. Mais la crise à laquelle nous faisons face, d'accord, ici, si l'on reprend les Grundrisse, qui sont à l'origine les brouillons, disons, du Capital de Marx, qui n'avaient pas vocation à être publiés, eh bien, tout y était déjà expliqué, d'accord, dans l'introduction, sur laquelle je vais commencer par insister, dans le cœur des Grundrisse, et même sur la fin, sur la question de la plus-value, etc. Marx explique bien qu'il y a différentes crises possibles internes au capital. Il y a évidemment des crises de surproduction, comme on a pu en voir notamment en 29, mais y faire un parallèle ici serait faux, puisque nous sommes bien face à une crise de circulation et non à une crise de surproduction. J'ai déjà expliqué, mais je le réexplique rapidement. La production est consommatrice, nous dit Marx, et la consommation est productrice. D'accord. Ça, c'est ce qu'on trouve dans l'introduction et du Grundrisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'achèvement, si vous voulez, dans la circulation que fait le produit du capital, l'achèvement du produit, son effectivité, là où il trouve son sens, d'accord, et là où il peut se remettre en circulation, c'est dans la consommation. C'est-à-dire que par exemple, l'aboutissement du vêtement, c'est d'être porté, d'accord, pour la simple et bonne raison que, en étant porté, il va permettre, non seulement il réalise le fruit de ce produit, d'accord, l'objectif de ce produit plutôt, et en même temps il permet de renouveler la production, d'accord, puisque ce qui a été produit est consommé, alors il y a une nécessité à renouveler la production, d'accord. Et donc la seule fonction d'un point de vue de la valeur du capital, c'est le fait de produire justement de la valeur et de ne faire que ça, puisque le capital a par définition besoin de se reproduire. Et là, pour ceux qui préfèrent des textes, et parce qu'encore une fois il faut revenir à la lecture pour bien comprendre, eh bien je vous invite, il y aurait d'autres lectures à faire, hein, d'accord, mais pour ceux qui me suivent et qui sont intéressés, eh bien, je vous invite à lire mon livre paru cet été, Penser la transformation du moment présent, d'introduction à Hegel et à Marx, justement, où je réexplicite tout ça. C'est-à-dire que il y a une formule MAM qui est marchandise, argent, marchandise. D'accord, j'ai une marchandise que j'échange contre de l'argent pour obtenir la marchandise. Et la formule générale du capital, c'est AM A'. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, j'investis dans une marchandise qui est transformée et que je revends à prime parce que je cherche
notamment à faire une plus-value sur l'exploitation des travailleurs et à terme, l'accumulation de ces plus-values forme un profit. Donc je cherche à faire un profit avec mon produit dans sa valorisation par la consommation. Donc le capital d'abord avance du capital, produit une marchandise. Cette marchandise est achetée, elle est consommée et dans cette circulation-là du capital, donc le capital a réalisé un profit. Il va falloir par la suite que le capital se reproduise, c'est-à-dire que pour qu'il continue d'exister, il faut bien remettre en route exactement ce schéma-là, mais en plus de ça, en plus de sa reproduction, il faut bien encore un profit supérieur, donc cela indéfiniment, et ce qui va se corroborer et entrer en contradiction justement avec la baisse tendancielle dite du taux de profit. J'avais fait une vidéo pour ceux que ça intéresse, explicative, disponible sur la chaîne gratuitement il y a très longtemps de ça, et qui vous permettra de comprendre les enjeux. Donc on est face à une crise tout à fait explicable et compréhensible en réalité, d'accord, dans les enjeux qui sont en train d'apparaître là. Et comme je l'ai souvent dit, on nous a fait croire, je les répète dans quasiment chacune des vidéos, mais c'est décisif, d'accord, puisque ça ne semble pas bien compris, qu'on ne semble pas bien mesurer l'acuité de l'analyse qui a été la mienne depuis des années maintenant, bien avant certains groupes politiques ou analystes qui vous parlent depuis 2 semaines, 2 mois, 3 mois de ces pénuries-là. J'avais bien dit, on nous a fait croire, encore une fois je le dis, qu'on avait mis l'économie à l'arrêt pour sauver des gens, alors qu'en réalité, nous avons mis des gens à l'arrêt pour sauver l'économie, d'accord? Et donc ce à quoi on assiste ici, c'est un blocage de la capacité du capital à se reproduire. Et donc nous avons une crise de la circulation. Le capital bute, il ne parvient pas à se reproduire, d'accord? Et je relis ici un texte que j'ai maintes fois affiché à l'écran, que j'ai développé dans Marx FM, auquel je vous renvoie aussi, l'extrait justement des Grundrisse que vous pouvez retrouver au chapitre 7, section 16 des éditions sociales, de la réédition qui avait été faite. Les contradictions capitalistes provoqueront des explosions, des cataclysmes et des crises au cours desquelles les arrêts momentanés de travail et la destruction d'une grande partie des capitaux, d'accord? C'est-à-dire que cette pénurie, bien sûr qu'elle est organisée, mais c'est pas une idée farfelue de dire ça. C'est pas non plus la volonté de quelques dirigeants, d'accord, qui voudraient faire ça, parce que eux-mêmes sont pris en proie dans un rapport social capitaliste qu'ils s'imaginent être le seul rapport social possible. Donc ils ne trouvent pas d'autre solution pour en sortir, d'accord? Parce que pour eux ça n'existe pas. Et si ça doit laisser quelques personnes sur le carreau, eh bien vous avez tout le discours libéral qui vous explique qu'il faudra faire des efforts, se serrer la ceinture et même laisser des gens mourir, d'accord? Parce que pour eux, il n'y a pas d'autre horizon possible. Nous, ce dont on vous parle, ce sont ces autres horizons possibles. Donc bien sûr qu'il y a une destruction des capitaux, des marchandises qui est orchestrée, qui est produite. On parlait tout à l'heure d'Amazon qui détruit aussi un certain nombre de produits pour la simple et bonne raison, et là vous comprenez les questions écologiques, ils détruisent ces produits simplement parce qu'ils n'arrivent pas à la vendre à un coût de revient suffisant pour être en capacité de se reproduire. Donc on met le travail à l'arrêt, d'accord, on détruit de la marchandise parce que le capital qui bute dans sa reproduction espère toujours se relancer. Simplement, là, on semble atteindre un stade de crise ultime pour le capital. Les contradictions créent des explosions, des crises au cours desquelles tout travail s'arrête pour un temps, tandis qu'une partie importante du capital est détruite, ramenant le capital par la force à un point où, sans se suicider, c'est là qu'on est en train de jouer, c'est-à-dire que ça va liquider des tas de classes, des tas de gens, ça va mettre des tas de gens dans la précarisation, la pauvreté, etc. Mais il faut que le capital, lui, essaie de demeurer pour pouvoir se reproduire et se relancer. Il est à même d'employer de nouveau pleinement sa capacité productive, d'accord? Cependant, ces catastrophes qui le régénèrent régulièrement se répètent à une échelle toujours plus vaste et elles finiront par provoquer son renversement violent. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout n'est pas inscrit dans l'histoire et le capital a encore la possibilité de s'en sortir, puisque le but du capital, encore une fois, ce n'est pas de produire, mais c'est d'accumuler du capital, donc de concentrer ce capital. Raison pour laquelle j'expliquais déjà qu'aujourd'hui on a affaire aux GAFAM, mais que par contre les petites et moyennes entreprises, elles sont complètement détruites, d'accord? Donc il y a une impossibilité à l'heure actuelle pour le capital de se réaliser faute de consommation, en réalité, au prix de revient suffisamment intéressant. Donc, on organise, effectivement, et c'est pas être complotiste que de le dire, c'est au contraire bien comprendre les rouages du rapport social capitaliste. On organise la pénurie actuelle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour y pallier à ce manque de consommation qui permet donc la production, ce que j'explique depuis le début? Eh bien, on va utiliser, là, c'est un discours que vous entendez davantage, mais dont il manque toute cette première partie que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'on va maximiser la planche à billets, d'accord? Donc on va produire de l'inflation, on va mettre en place le crédit, etc., mais qui finance en réalité du vide et qui, à terme, ne peut qu'exploser. Et donc le capital bute en réalité actuellement sur ces contradictions. Et donc il se met à l'arrêt pour essayer de repartir. Okay, et là, c'est exactement à ça qu'on est à l'heure actuelle en train d'assister. Alors, face à ça,
Petite parenthèse quand même, puisque par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez bien que le capital se concentre, et en réalité, sous prétexte de lutter, vous savez, c'est la vidéo très drôle des Grignols sur la World Company, c'est-à-dire que finalement, sous prétexte de lutter contre le communisme qui aurait tout concentré, etc., en un pouvoir étatique, et bien finalement, on a quelques grands groupes capitalistes qui orchestrent et qui organisent la totalité de la vie de tout le monde, et vous avez des écoles Amazon, des supermarchés Amazon, et en fait, tout va se passer dans le village Amazon, d'accord? Et vous avez des grands groupes comme ça, c'est-à-dire qu'on aura substitué à l'État le capital. Et donc finalement, c'est le résultat propre du néolibéralisme, c'est-à-dire l'assujettissement de l'État au capital. Raison pour laquelle une reprise en main de l'État par la souveraineté nationale est à l'heure actuelle profondément révolutionnaire, d'accord? Même si ça ne doit pas s'y limiter. L'État doit effectivement à terme être un instrument qu'on conduit à son dépérissement pour la reprise autogestionnaire justement du travail et de la production. Mais c'est un autre débat à ce stade-là, malheureusement nous n'y sommes pas encore. Mais là où le capital justement détruit les petites entreprises, eh bien en réalité il y a tout à jouer, c'est-à-dire il faudrait valoriser l'entreprise qu'on pourrait qualifier de socialiste contre le grand capital, l'articulation finalement de la libre entreprise contre l'étatisation et contre le capital. Voilà, c'est-à-dire une véritable capacité à entreprendre. Et par exemple, j'ai souvent signalé le fait que le salaire à la qualification pouvait permettre de monter véritablement une entreprise sans les contraintes actuelles du capital, sans la dangerosité actuelle qui pèse sur le capital, et permettre de dégager justement l'entrepreneur, d'accord, des difficultés qui a trait à la fonction d'employeur, pour finalement simplement, eh bien, il a une idée, il veut monter effectivement une boîte d'artisanat, une boulangerie ou que sais-je, etc. Eh bien, on va réfléchir, organiser, planifier tout ça. Mais bien sûr que la libre entreprise fait partie du modèle de la République sociale et socialiste. Donc, dans cette situation de crise que je viens de décrire, des contradictions internes et intenses et systématiques du capital, c'est là qu'on voit naître des crises politiques, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, face à la pénurie massive, à la violence et la réponse des appareils répressifs d'État qui vont s'abattre sur nous, c'est-à-dire crise des gilets jaunes typiquement, etc., eh bien manifestation et révolte, c'est là que réapparaît effectivement l'ingénierie sociale, c'est là que tombe parfaitement bien le Covid-19 pour justifier le fait que ces pénuries sont le fruit du Covid-19 et pas des crises systématiques du capital, et en même temps permettent par l'usage effectivement qui va être fait des lois scélérates liées au Covid-19, eh bien d'organiser un rationnement, d'organiser un confinement, d'empêcher les manifestations, etc. Et là, vous voyez, vous avez toute l'explication de la raison pour laquelle toutes ces choses-là se tiennent et pourquoi il faut être au front sur toutes ces questions et pourquoi on ne peut pas tergiverser sur le blocage du pass vaccinal notamment. De la même manière, il faut se méfier des leurres keynésiens portés notamment par la France insoumise et les autres sur la question du blocage des prix. Parce que le blocage des prix, vous voyez bien qu'encore une fois, c'est se résoudre à demeurer dans une manière de penser qui correspond au mode de production capitaliste. Parce que quand vous bloquez les prix sur les pâtes, par exemple, vous bloquez en même temps les prix pour le paysan producteur, lui, de farine, de blé, etc. Donc en fait, pour lui, c'est un problème. Ce qui est positif pour le consommateur devient négatif pour le producteur. Et là, en fait, vous avez du mal à tenir les deux bouts. Ça, c'est le propre des politiques keynésiennes. C'est pour ça, quand on nous présente LFI comme les communistes au couteau entre les dents, en fait, on n'a rien compris. Il n'y a rien de pire que le keynésianisme et cette régulation, puisqu'encore une fois, il se prend sans cesse les pieds dans le tapis, en réalité. Et donc, il est très vite attaqué par les libéraux. Les libéraux qui, d'ailleurs, parfois, je pense à des Charles Gave, par exemple, peuvent avoir une partie de l'analyse, notamment ma deuxième partie d'analyse, là, assez similaire avec la nôtre. Et il n'y a rien d'étonnant à ça, puisque le meilleur analyste et des Minc et des Attali le reconnaissent, d'accord, du capital, évidemment, c'est Marx. Donc, mais après, c'est mystique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte de sortie, il n'y a aucune solution, puisque c'est la main invisible du marché. Il faut laisser faire les marchés. Et ça, on voit ce que ça donne. Et on dit juste que le socialisme, ça ne marche pas, sans comprendre ce qu'il en est en réalité. Donc, vous avez les libéraux mystiques d'un côté, les keynésiens complètement bloqués dans le capitalisme de l'autre, et en réalité, il y a une voie socialiste qui peut véritablement marcher, une voie planificatrice. Sapir a sorti d'ailleurs récemment un livre qui a priori très intéressant, je ne l'ai pas encore lu, mais sur la planification. Bon, et d'ailleurs il est très intéressant de noter qu'on nous a vanté le fait que la planification socialiste n'avait jamais fonctionné, mais en même temps c'est là qu'à son tour l'idéologie dominante se prend les pieds elle aussi dans le tapis, parce qu'elle ne peut pas tenir tout et son contraire dans son discours, puisqu'en même temps elle nous dit que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, on ne peut plus s'approvisionner en rien. Donc ça veut dire que c'est un pays de l'ex URSS et l'ancienne URSS qui finalement permettrait d'alimenter toute la planète bientôt, et pas que de l'alimenter mais aussi de l'approvisionner en matières premières sur bien des choses. Il faudrait savoir au bout d'un moment. Donc il y a une sortie socialiste
et une planification à organiser, bien sûr, qui est la seule voie de sortie du capital. C'est-à-dire que face à cette crise-là, il n'y a qu'une sortie possible, elle est collective et elle est socialiste. Or, la politique actuelle des gouvernements impérialistes va consister au contraire à monter les taux d'intérêt pour essayer de contrôler l'inflation, ce qui est vain, plutôt que de chercher finalement à augmenter l'offre, c'est-à-dire à libérer complètement les stocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on pourrait libérer les stocks, mais où on va préférer, encore une fois, entraver la production, voire quand il y a production, détruire ce qui existe déjà, alors que, et c'est là qu'on voit que l'organisation capitaliste, qui se veut, elle, la plus rationnelle, la plus sérieuse, vous voyez, on entend les néolibéraux tout le temps nous dire qu'eux, ils sont conscients des réalités, etc., et comme le signalait Engels en réalité, une production totalement chaotique, une production totalement anarchique, au sens justement chaotique du terme, où c'est simplement la reproduction et sa survie qui est cherchée au capital, et absolument pas le bénéfice de tous. Et c'est-à-dire que là où on pourrait justement libérer les stocks et organiser autrement la production et l'économie, eh bien on va mettre en place l'augmentation des taux directeurs, ce qui est un non-sens absolu et qui conduit justement à ces pénuries. Et donc on comprend pourquoi il peut y avoir pénurie, problème d'approvisionnement alimentaire, famine dans certains pays, notamment en Afrique probablement, et destruction aussi par ce biais-là d'une partie de la population, d'accord ? Non pas parce que c'est une volonté malsaine de quelques acteurs, etc., mais parce qu'ils essaient de se sauvegarder eux-mêmes et de sauvegarder le mode de production capitaliste qu'ils s'imaginent, encore une fois, être un horizon indépassable. Donc c'est là qu'on comprend effectivement, et qu'on sort du discours à la fois complotiste et du discours néolibéral, quand on comprend qu'effectivement, oui, il y a diminution de la population par ce biais-là, oui, il y a pénurie organisée, mais que tout cela ne relève pas d'une simple volonté politique, et qu'au contraire, justement, c'est parce qu'ils sont en train de perdre complètement les pédales et les manettes qu'ils sont contraints de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et on voit bien comment, encore une fois, il y a l'alliance du capital et de l'écologisme, des écologistes réactionnaires qui vont nous dire sobriété heureuse, être de gauche, c'est consommer moins, et c'est polluer moins, blablabla, blablabla. Vous voyez comme tout ça, je le dis depuis des années, nous prépare, gentiment mais sûrement, à devoir accepter ces conditions-là qui sont pour autant intolérables et qui pourraient être totalement différentes. Donc voilà comment comprendre la pénurie organisée très rapidement dans le temps qui nous reste. C'est peut-être un peu dense, encore une fois, si vous avez besoin de mieux comprendre ça, il n'y a pas de secret. Il faut se former, il faut travailler, etc. Donc je vous invite à nous rejoindre, à souscrire aux formations, profiter de l'été pour vous former et mieux comprendre ces enjeux-là. Ça nécessite parfois un long détour dont on ne comprend pas bien au départ pourquoi est-ce qu'il faut passer par là, mais c'est comme ça pour n'importe laquelle des activités sérieuses. Alors pourquoi pas la philosophie, pourquoi pas la politique, d'accord ? Quoi que ce soit que vous appreniez d'intéressant, même un jeu, un divertissement, etc., il faut du temps pour s'y accommoder. Maintenant, il faut faire la part des choses entre l'entretien de la peur bien réel et la pénurie bien réelle aussi, d'accord ? C'est-à-dire que pour prévenir la pénurie, il va falloir effectivement qu'on soit présent au rendez-vous le plus rapidement possible. Il y a toutes les raisons de penser que c'est un peu pessimiste ce qui risque de venir, mais peut-être que ce n'est pas trop tard, et peut-être que si on s'empare justement de ces discours-là, c'est-à-dire qu'on fait nôtre et qu'on comprend nos modalités d'action, on pourra faire quelque chose. Quant au dit survivalisme, d'accord, qui en réalité est une pratique par même d'aspect assez ancestrale. Moi, mes grands-parents qui ont toujours vécu à la campagne n'ont pas vu un supermarché durant toute une partie de leur vie et étaient complètement autonomes et ils ne se pensaient pas survivalistes, d'accord ? Bon, la limite du dit survivalisme, encore une fois, c'est que ça demeure une logique extrêmement libertarienne, et c'est pas pour rien si son fleuron est encore une fois américain, en ce sens que c'est petit bourgeois. Et puis vous pouvez faire autant de stocks que vous voulez à titre individuel. C'est quoi votre objectif de vie ? C'est de vivre enfermé chez vous avec des boîtes de conserve ? C'est un objectif de vie malheureux, et je pense que, encore une fois, c'est réduire l'homme à des conditions matérielles bien basses que de penser qu'avec quelques boîtes de conserve, vous allez vivre avec vos enfants tranquillement jusqu'au restant de vos jours. C'est un petit peu dommage. Ceci dit, le faire un peu en partie ne me paraît pas complètement aberrant et inutile pour l'heure, mais encore une fois, tout ça s'inscrit dans une pratique en fait assez cohérente et logique que n'importe quelle population a eu pendant très longtemps, et il faut simplement être un petit bourgeois complètement déconnecté des centres-villes pour imaginer que ça prenne le terme de survivalisme, d'accord, ça fait juste partie du b.a.-ba de l'organisation. Et puis encore une fois, quand vous vivez comme c'est mon cas à la campagne et que le premier supermarché se trouve à plus de 45 km, vous avez toujours un petit peu de réserve, parce que finalement, ne serait-ce que la neige, les intempéries, etc. font que finalement vous allez très vite crever la dalle parce que vous n'avez pas le franc prix à chaque coin de rue. Bon, voilà. Mais à côté de ça, en dehors de ça,
comme stratégie politique si vous n'avez pas la défense suffisante, si vous n'êtes pas armé psychologiquement. C'est-à-dire que, effectivement, face au chaos qui peut venir, il va falloir être en capacité de se défendre, de s'armer. Là, la question de la violence, elle va revenir. Si vous n'avez pas les réseaux suffisants, si vous n'avez pas l'argent suffisant, si vous n'avez pas l'argent d'ores et déjà pour organiser tout ça, mais c'est un non-sens. Donc en fait, c'est un petit délire de libertariens, souvent aussi de personnes qui viennent de Suisse, etc. Donc c'est un non-sens. La seule réponse à ça, elle peut être encore une fois que collective. Mais encore une fois, il faut bien avoir en tête aussi que le monde de demain ne sera pas un monde apocalyptique à la Mad Max. À la limite, si on voulait reprendre une autre illustration cinématographique, ce sera probablement plus une sorte de Hunger Games, si on peut dire, avec tous les défauts que peut avoir ce film. C'est-à-dire une ingénierie sociale très organisée, très structurée, une aggravation de la fracture de classe, mais très encadrée. On trouvera aussi toujours des gens pour encadrer, militariser, etc. et vous tenir, d'accord? Et ça va pas être le désert infini, mais ça va être le rationnement. Ça va être effectivement une ségrégation spatiale dont je parle depuis des années qui feront que vous ne pourrez plus vous déplacer comme vous voulez, etc., etc. Ça, oui, c'est tout à fait possible. Et donc la question, c'est est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on fait le repli survivaliste? Est-ce qu'on accepte en disant on verra bien demain sans même le repli survivaliste? Ou est-ce qu'on décide collectivement de s'en sortir? D'accord? Or, il y a des possibilités, d'accord? Réquisitionner les terres, les nationaliser, d'accord? Les nationaliser, mais ça veut dire encore une fois avec l'esprit libre entreprise, etc. Ça ne veut pas dire l'arracher aux gens, ça veut dire nationaliser pour éviter que ce soit le grand capital qui s'en empare, que ce soit le grand capital qui décide de la production. La France est un très grand pays agricole, nous le savons, donc nous ne devrions pas avoir de problème de pénurie alimentaire, c'est un non-sens. Donc tout ça génère de la peur et vous fait accepter des conditions matérielles désastreuses, d'accord, sous couvert, encore une fois, d'écologisme, alors que nous avons les moyens de reprendre en main la puissance agricole qu'est la France et donc de ne jamais, en réalité, mourir de faim, notamment chez nous, d'accord, et même de nourrir peut-être les autres. Donc une grande puissance socialiste et internationaliste, c'est une puissance qui est autosuffisante, qui est capable de se nourrir et même de venir en aide aux autres, comme l'ont fait d'ailleurs le Venezuela au Cuba, pour le Covid-19, encore une fois. Je vous laisse regarder mon entretien avec Maëlys Kider notamment. Et c'est pas, encore une fois, la gauche écolo réactionnaire, la gauche bobo écolo à la Bégodeau et compagnie, qui par des bons discours mondains sur les chaînes YouTube vont vous sortir de là. Donc, on va se quitter là-dessus parce qu'on doit clore effectivement cet entretien. Maintenant, on se retrouve à la rentrée, mais avant ça, j'aimerais vous dire qu'en moyenne, et si vous êtes toujours là, vous êtes entre 15 et 20% à regarder les vidéos jusqu'à la fin, et donc je vous en remercie, ce qui fait entre 1500 et 2000 personnes tout de même, ce qui est déjà pas si mal. Si chacun d'entre vous décidez d'abord de sympathiser sur le site, voire d'adhérer, de nous rejoindre, de militer à nos côtés, de souscrire aux formations pour se former, de faire un don, même symbolique, sur le Tipeee, etc., et bien tout ça va nous permettre de continuer ce travail qui est extrêmement important. Et c'est pas parce que vous ne voyez pas d'entretien d'actu jusqu'en septembre qu'il n'y a pas d'activité qu'il ne nous faut pas aussi continuer à vivre par ailleurs. Donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a pléthore d'activités à l'IHT durant cet été, beaucoup de projets en cours, et donc j'espère que vous allez être présents aussi cet été, et j'entends bien par votre soutien et votre soutien financier, pour que tout ça puisse perdurer et qu'on puisse correctement mener le combat. Je vous remercie.